vous savez que c'est un système de retraite par capitalisation et où donc les marchés financiers sont véritablement vitaux, ils irriguent l'ensemble de l'économie. Je ne vois pas un seul instant Donald Trump dire c'est pas grave, on va se prendre un nouveau krach boursier aux États-Unis, de toute façon je m'en fous, la bourse ça m'intéresse pas. Enfin, c'est tellement contraire à ce qu'il est qu'à mon avis il y aura une réaction très vite, des messages qui vont être envoyés. Regardez les indices américains. D'abord le Nasdaq moins 5,82, Dow Jones moins 5,50. Évidemment tout ça c'est dans l'attente de lundi. On parle de vendredi soir, de la clôture. Amy Porter, vous allez rejoindre. Alors, vous n'êtes pas une amie de Donald Trump, vous êtes la porte-parole des démocrates à l'étranger. Quelle proportion d'Américains, selon vous, est directement touchée? Si on pense aux retraités, si on pense à tous ceux qui ont des portefeuilles d'actions, même des petits actionnaires. Il y a énormément d'actionnaires, de petits actionnaires aux États-Unis, bien sûr. 100% des Américains sont touchés par ça, et d'ailleurs pas que les Américains. Alors, désolé pour ma voix, on a un peu fait la fête après la manif hier. D'habitude, une récession internationale, mondiale, est causée par des facteurs externes. Là, nous avons une récession mondiale causée par un seul homme qui décide, qui va tout faire exploser. Enfin, pas tout seul, parce que ça sort un peu du cerveau tordu de Peter Navarro, qui est sorti de prison juste avant d'avoir pondu cette fameuse formule « on va prendre le déficit commercial, on va le diviser par le montant des imports de ce pays, on va diviser par 2. Quel crétin a trouvé cette formule qui ne rime à rien? Et Trump, dans son narcissisme, son égoïsme, il se dit, tous les économistes mondiaux, tous les historiens qui ont déjà vu ça, tous les responsables financiers, ils ont tous tort et moi j'ai raison. Je suis désolée, c'est pas une stratégie, c'est une pathologie. Écoutez, Laurent Saint-Martin, ministre du Commerce extérieur français, il était sur notre antenne tout à l'heure et lui dit, il est pessimiste comme vous. En revanche, il dit non, il y a une stratégie, il y a vraiment un sens. Écoutez son argument. Je crois que ce qu'ils font est rationnel et structuré. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui disent que c'est quelque chose de totalement irrationnel de leur part. Je pense que c'est totalement rationnel et qu'ils savent où ils veulent aller. Par contre, moi je vous fais le pari que ça va faire énormément de pertes économiques et sociales aux États-Unis d'abord, et que cela aura des répercussions évidemment sur notre continent aussi. Donc on a besoin, dans les prochaines semaines, d'avoir ce dialogue extrêmement exigeant, ce rapport de force qui doit permettre la désescalade. Expliquez-nous sur ce plateau, quelle est la stratégie? S'il y a une stratégie pour pousser la machine à la limite du supportable. Là, on est vraiment pas très loin du risque de krach. Quelle est la stratégie? Il y a une théorie parmi la gauche aux États-Unis qu'il fait exprès de faire baisser les marchés boursiers. Comme ça, tous ses copains peuvent racheter des actions au plus bas et hop, comme par magie, il fera remonter le cours après. Alors il n'y a pas que ses copains. En l'occurrence, beaucoup disent ce sera le moment d'acheter. Mais ça, c'est le mouvement éternel de la bourse. Acheter au son du canon. Et puis, on va voir ce que nous réservent les prochains jours. Mais le Dow Jones, donc cet indice boursier américain, il était à 38 900 à la dernière clôture. Il y a un an exactement, j'ai regardé avant de venir, il était à 38 980. Donc ça veut dire que le niveau de la bourse américaine est équivalent à celui d'il y a un an. Ça veut dire que tout l'euphorie qui a suivi l'élection de Trump, tout ça a été perdu, mais c'est pas encore la ruine. Je voulais juste remettre ça en perspective. Oui, c'est plus une correction, parce que comme il y avait eu les valeurs, notamment technologiques, qui avaient bondi, et comme en bourse on dit les arbres montent pas jusqu'au ciel, en fait les marchés s'attendaient à une excuse ou en fait une raison pour corriger. Et elle est toute trouvée, mais après, au vu des dernières annonces, comme ça ne s'améliore pas, parce que tout le monde pensait, les marchés pensaient que Trump allait vite négocier, et là ça semble pas être le cas si rapide, ça risque en fait de continuer. Mais pour obtenir quoi? Écoutez Trump qui dit, très bien, alors il fait le style Trump un peu hyperbolique, il dit c'est génial, les marchés vont du feu de Dieu, c'est un peu étonnant à première vue, mais son argument c'est le malade tient le choc, c'est comme quand on donne un remède de cheval au malade, mais le malade tient bien. Je pense que ça se passe très bien. C'était une opération comme lorsqu'on opère un patient et c'est quelque chose d'important. J'ai dit que c'était exactement comme ça que ça se passait. Nous avons 6 ou 7 milliards de dollars qui entrent dans notre pays et nous n'avons jamais rien vu de tel. Les marchés vont exploser, les actions vont exploser, le pays va exploser et le reste du monde veut voir s'il y a moyen de conclure un accord.
Ils ont profité de nous pendant de très nombreuses années. Pendant de très nombreuses années, nous avons été du mauvais côté. Et je vais vous dire, je pense que ce sera incroyable. Ce dont les gens ne parlent pas, c'est que nous avons atteint presque les 7 000 milliards de dollars d'investissement dans notre pays. Et vous allez voir ce que ça va donner. Notre pays va exploser. Il y a une formule de Talleyrand, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est très belle, qui dit « rien ne marche comme la confiance ». Mais là, il fait vraiment marcher très très vite, disons, la confiance. Lisez ce qu'il dit sur ce thème du malade. L'économie, il voulait la redresser à sa façon-là, et l'opération est terminée. Le patient a survécu, il est en voie de guérison. On estime qu'il sera bien plus fort, plus grand, meilleur et plus résistant que jamais. Redonnons à l'Amérique sa grandeur. Est-ce que ça a un sens économique ? C'est-à-dire, quelle est sa logique ? Aucune, parce que le patient, en fait, n'avait pas de maladie, ne souffrait pas. Et donc, il vient d'anesthésier, si vous voulez, de découper, de saigner un corps. C'est la médecine du grand siècle. Exactement. Voilà, c'est une politique économique du grand siècle aussi. Maladie imaginaire. Colbertis dit exactement. Non, l'économie américaine est un malade imaginaire. Parce elle se portait très très bien. La preuve en est, le dernier rapport sur les créations d'emplois ferait pâlir d'envie n'importe quelle économie européenne. Ils ont encore réussi à créer des centaines de milliers d'emplois. Donc c'est, en fait, tout à l'heure, le colonel Goya parlait de la stratégie trumpienne décrite dans son fameux livre The Art of the Deal. En réalité, il le pousse plus loin, parce que ça consiste à faire peur, à menacer. Là, il a un pistolet qui est à la fois sur la tempe de 185 pays, mais aussi sur la sienne. C'est-à-dire que c'est une forme de suicide économique et dans lequel le gourou est en train d'emporter tout le monde. Donc la stratégie, écoutez, elle a été théorisée, c'est celle qu'ils appellent du feu maîtrisé. Donc terre brûlée, et puis ensuite, derrière, sur cette jachère, fleurira quelque chose de splendide. Mais je le redis, c'est une fiction. Il est toujours persuadé en fait qu'il va y avoir des investissements massifs. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Ça y est, ça commence, tout va bien. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. En fait, comme je disais, les entreprises en fait sont plutôt dans l'incertitude en disant mais qu'est-ce qui va se passer, parce que elles ont perdu leur repère là. Pour le coup, normalement, les entreprises n'avaient pas l'habitude d'être traitées comme ça aux États-Unis. Oui, d'abord, il y a peut-être une bonne nouvelle. C'est la première phrase de la citation que vous venez de donner. C'est l'opération est terminée. Donc, peut-être qu'on va sortir du grand 8 et il serait temps pour que nos estomacs se stabilisent un peu. Je suis moins optimiste que Gallagher sur l'état de l'économie américaine. Il me semble qu'il y a quand même une grande fragilité qui est la dette. Or, l'endettement américain, pourquoi est-ce qu'un pays comme l'Allemagne est peu endetté? Tout simplement parce qu'ils ont des excédents commerciaux et que tout ça, ça leur apporte de l'argent et que ça leur permet d'avoir une situation plus saine. Donc peut-être que Trump se trompe, mais comme en plus il veut baisser les impôts, continuer à les baisser, il faut bien qu'il trouve l'argent quelque part. Et il se dit, si on renforce l'économie américaine, si on la réindustrialise, s'il y a davantage de droits de douane qui rentrent dans nos caisses, non seulement ça permet de rééquilibrer la balance commerciale, mais en plus ça permet de nous désendetter. Donc, je ne sais pas s'il a raison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'intéresser à ce qu'il fait. Parce que cet homme-là, c'est vrai qu'il n'ouvre jamais un livre et qu'on a l'impression que sa pensée ne va pas plus loin que la longueur d'un tweet, mais il a quand même autour de lui des gens qui sont sérieusement capés. C'est un homme qui est profondément pro-business. Donc, je n'arrive pas à croire au scénario de l'apprenti sorcier qui va foutre par terre la première économie mondiale. Il y a juste un gros problème avec ce raisonnement, c'est que c'est Trump, lors de son premier mandat, qui a rajouté 8 000 milliards à la dette. Oui. Il a rajouté plus que les 25 présidents qui le précédaient. Et il compte le refaire en donnant des économies d'impôts. Des baisses d'impôts. Des baisses d'impôts aux plus riches. Il veut encore le refaire pour encore 3 ou 4 000 milliards. Donc, mais c'est aussi pour ça. Se plaindre de la dette quand c'est vous-même qui l'a créée. Mais c'est aussi pour ça qu'il a demandé à son ami Musk, avec sa tronçonneuse, de réduire le coût de l'administration américaine. Mais c'est sans commune mesure les économies qu'ils peuvent faire par rapport aux baisses des impôts qu'ils préparent. Et d'autant que non, il n'a pas du tout l'intention de baisser la dette. Ce qu'il veut, c'est qu'elle soit financée par l'ensemble des investisseurs étrangers à des taux nuls et de manière infinie. Il demande aux étrangers de prêter de l'argent aux États-Unis de manière infinie sans être rémunérés. Et en disant, c'est comme ça que peut-être je vais baisser les droits de douane. En fait, derrière,
fait, l'idée de certains, c'est de croire en fait à cette mécanique, parce que véritablement, ils se considèrent comme la première puissance mondiale incontournable. Donc il peut donner ses règles du jeu et que tout le monde, en fait... Et puis il n'y a pas que la dette publique, il y a la dette privée aussi aux États-Unis, qui est une réalité beaucoup plus importante, doit être de 200%, je crois, aux États-Unis. C'est un pays qui vit à crédit. À crédit. Et donc, 2008, c'est pas la dette publique qui a provoqué la crise, c'est la dette privée qui a explosé. Et donc là, on a une situation qui va mettre sous tension très fortement, en réalité, cette dette privée. La grande peur dans le monde, ce que les Allemands envisagent en matière de l'or, de leurs réserves d'or. Ils ont des réserves, 1200 tonnes d'or, évaluées actuellement à plus de 113 milliards d'euros de la réserve fédérale des États-Unis. L'Allemagne envisage le retrait potentiel de tout cet or en raison des tensions commerciales croissantes déclenchées par les tarifs de Trump, par l'Union européenne, selon plusieurs déclarations politiques. L'ancien ministre du gouvernement allemand, Marco van der Witz, qui dit bien sûr la question s'est à nouveau posée. Député européen de la CDU, Markus Ferber, j'exige des contrôles réguliers des réserves d'or de l'Allemagne. Des représentants officiels de la Bundesbank doivent personnellement compter les lingots et documenter les résultats. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Le représentant de la Bundesbank qui va se rendre il faut compter. Il y a le lingot, je ne sais pas combien de lingots ça fait, mais... C'est très intéressant. Ils ont peur, en fait, de la Maison-Blanche parce qu'ils se disent que ce sont des mafieux. Ce sont des tricheurs et donc ils sont susceptibles de trafiquer avec ça, de faire main basse, etc. Donc j'imagine que les entrepreneurs auxquels nous avons fait référence à de multiples reprises ce soir regardent ça avec un scepticisme comparable. Et donc effectivement, ça vous donne une idée sur la manière dont le monde regarde cette gestion. Soyons honnêtes, Trump lui-même dit qu'il est méfiant. Rappelez-vous, il a fait une déclaration il y a quelques semaines disant « il faudrait que j'aille voir un peu cet or, personne n'est allé vérifier, donc lui aussi veut aller compter les lingots ». Oui, on se souvient effectivement de l'image, mais finalement, on ne sait même pas s'il l'a fait ou pas. Non, il l'a pas fait. En tout cas, les Allemands ont déjà retiré tous leurs lingots d'or de France en 2020. Et au départ, ils avaient déposé ces lingots surtout aux États-Unis au moment de la guerre froide, de peur effectivement de l'Union soviétique. C'est assez fascinant. Donc là, il y a un renversement, parce qu'effectivement, ils veulent le rapatrier. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Expliquez-nous le fonctionnement. Comment est-ce que ça fonctionne ? C'est-à-dire, ils ont une quantité d'or. C'est la valeur refuge par excellence. Ils ont 3300 tonnes d'or. Donc, c'est le deuxième stock d'or au monde après les États-Unis. Et donc, c'est par définition, c'est la valeur refuge, c'est la précaution. Vous pouvez toujours le transformer dans tous les cas de figure, vous pouvez toujours le transformer en monnaie. Et donc là, la précaution, c'est comme en 1940, la France est envahie. Hop, on file tout nos stocks d'or sur des bateaux, sur le porte-avions, le seul porte-avions français, le Béarn, qui va avec des centaines de tonnes d'or en direction de Halifax au Canada. Donc, c'est une précaution. Bon, ça n'a pas servi à grand-chose, mais là, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en cas... La peur d'une invasion soviétique était tellement forte que, par précaution, on a dit, on va déménager tout notre or. Pourquoi ils ne les ont pas mis en Suisse, par exemple ? Parce que ça aurait été plus simple. C'était à Londres, c'est Londres aux États-Unis et à Paris chez les Alliés. Ils ont mis chez les Alliés en se disant, si on est envahi, peut-être qu'il y aura un gouvernement allemand à Paris, gouvernement de l'Allemagne libre. Oui, mais ils ont rapatrié l'or de la France, de l'Angleterre, et une partie des États-Unis déjà. Oui. Et évidemment, quand on sait... Ça coûte de l'argent quand même de rapatrier des tonnes d'or comme ça, en secret, c'est pas neutre. Et la stabilité monétaire pour les Allemands, évidemment. Après tout ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, pour eux, c'est quelque chose d'obsessionnel. C'est vrai, même si tout ça est surtout symbolique, puisqu'on le sait depuis la suspension de la convertibilité entre le dollar et l'or, Bretton Woods, tout ça, ça rappelle nos cours d'économie. Ça fait qu'aujourd'hui, les monnaies, elles sont basées sur la croissance économique et sur la prospérité des pays, plus que sur les stocks d'or. Mais c'est vrai que c'est un autre enjeu dont on n'a pas encore parlé, c'est que le dollar est la monnaie de réserve du monde entier. Oui. Si ça se coûte trop, ça peut être un vrai sujet d'appauvrissement aussi pour tous les gens, et Dieu sait s'ils sont nombreux, il suffit de voyager pour s'en apercevoir, qui préfèrent avoir des dollars, parfois même que leur monnaie nationale. Quelle est techniquement la définition du crack ? Là, on a besoin de l'économiste. Quand, sur notre antenne, il y a 2 jours, Thierry Breton dit on est en train d'aller potentiellement vers un crack. Je ne sais pas de faire du catastrophisme, on n'y est pas, mais enfin, on verra évidemment lundi. La définition du crack, au fond, s'il y en a une. Oui, s'il y en a une. Enfin, on dit s'il y a 2 baisses successives de plus de 10%.
on parle de crack. Voilà. C'est ça. Donc s'il y a 2 baisses des marchés de 10%, 2 jours de suite, c'est ça? Oui, voilà. Si c'est même dans la semaine, on peut considérer que si on perd 20% ou 40%, parce que ça peut être bien plus, on peut considérer que c'est un crack. Ouais. Est-ce qu'il y a une peur, objectivement? Est-ce qu'on est dans un stade où cette peur existe dans le monde? Quand on voit ce que font les Allemands, quand on voit à quel point il y a une part d'inconnu, simplement, d'inconnu général sur ce que va faire Trump. Vous parlez d'un krach boursier, est-ce qu'on a peur réellement? Oui, alors ce serait le premier phénomène. Après, il y aurait une crise économique derrière. Donc c'est véritablement ce qu'il faut éviter. Je pense que les marchés financiers sont plutôt à menacer Trump, parce que je ne pense pas que Trump ne regarde pas et ne soit pas intéressé par l'évolution de la bourse. Il aurait changé. Lorsque je vois les déclarations d'Elon Musk qui dit finalement non, mais on est pour que du libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, on voit bien que quand même qu'il y a un peu de panique à bord au niveau du gouvernement américain. Donc je pense que c'est plus une menace réelle, en disant si vous mettez véritablement ces droits de douane, l'ensemble des entreprises cotées vont véritablement perdre en valeur, puisqu'il y aura moins de commerce mondial, et ça va nous coûter très cher. Donc voilà, c'est plutôt aussi pour rendre la raison, en tout cas de secouer un peu Donald Trump. Voilà. Lisez ce que dit JP Morgan sur le risque de récession. JP Morgan a relevé ses risques d'une récession américaine et mondiale à 60%. Les politiques perturbatrices des États-Unis d'Amérique ont été reconnues comme le plus grand risque pour les perspectives mondiales toute l'année. La semaine dernière, c'était 35. Donc ça a bondi de 35 à 60% de chance en une semaine. Et sur le risque de krach, c'est intéressant, je me posais la question de savoir qui va dégainer le mot en premier. Parce qu'il n'y a pas une autorité, un Deus ex machina qui descend et qui dit ça y est, il y a un krach. Parce que c'est juste en fait une chute brutale et soudaine des cours des actions. Et si on n'est pas déjà là-dedans, alors dans quoi est-ce qu'on est? Si c'est pas ça un krach boursier. Donc je vois que personne n'ose utiliser l'expression pour le moment, parce qu'effectivement, psychologiquement, ça va déclencher la prophétie autoréalisatrice derrière, avec un marché baissier et d'autres conséquences plus néfastes et graves encore. Mais ça y ressemble quand même. Oui, mais il suffit que Donald Trump revienne sur ses droits de douane, en tout cas, pour que les marchés se disent bon, ça y est, on a plus, il reprend la raison, on va pouvoir commercer. C'est pas le résultat de problèmes structurels. Voilà. Il n'y a pas, exactement, c'est là où vous avez raison, il y a que la machine est complètement d'avoir un krach en réalité. Là, on peut revenir en arrière, effectivement, c'est un problème conjoncturel. C'est le fruit de décisions, on peut revenir en arrière. Le Titanic a frappé un iceberg par hasard. Et là, Donald Trump est en train de nous amener vers l'iceberg exprès. Et personne ne comprend pourquoi il fait ça. Guillaume. Oui, le dévissage du Dow Jones, il a commencé jeudi matin. Donc ça a duré 2 jours. Effectivement, ce sont ces annonces de Trump qui ont sidéré tout le monde. Mais ce qu'une annonce a fait, une annonce peut le défaire. Donc effectivement, la situation, elle est extrêmement tendue. Mais quel est l'intérêt de Donald Trump d'aller contre l'économie américaine, d'aller contre les marchés boursiers américains, de prendre le risque de déclencher une récession mondiale? C'est-à-dire qu'au bout de même pas 2 mois après son arrivée, il aurait flanqué par terre la planète. Ne serait-ce que s'il a un peu d'amour-propre, je le vois mal faire ça. Regardez la surprise de la soirée, c'est la déclaration de Musk. Et on revient à cette idée qui n'est pas si folle, en tout cas, ça correspond à ce que certains pays sont en train de demander. Taïwan dit on aimerait 0% de droits de douane. C'est-à-dire tout le monde se met d'accord, il y a 0% de droits de douane, c'est-à-dire on va à l'autre extrême, mais au résultat d'une négociation. Musk dit ça, mais pour l'Occident. Là, on voit le côté occidentaliste de Musk qui dit, en tout cas entre l'Europe et les États-Unis, il faudrait 0%. Tout le monde se met d'accord et une grande zone de libre-échange absolue. On va savoir. Avec du bœuf aux hormones, avec du poulet lavé au chlore. Pourront établir un partenariat très étroit. C'est évidemment le cas. Une alliance existe déjà. Mais j'espère qu'il pourra y avoir une relation très étroite avec l'Amérique et l'Europe. Et j'espère par exemple, concernant les droits de douane, qu'au final, il sera convenu que l'Europe et les États-Unis devraient idéalement évoluer vers une situation sans droits de douane. C'est donc bien ce que j'ai conseillé au président.
D'abord, je suis rassuré parce que souvent on fait des zooms assez nuls. Et là, je trouve que c'est Elon Musk, quand même, avec son flou derrière qui n'est pas très maîtrisé. Là, ça rassure un peu sur le niveau. Mais sérieusement, là, comment comprendre ce qu'il vient de dire là? Est-ce qu'il contredit Trump ou en quelque sorte, ça peut être l'issue de ce que Trump peut faire? Pour l'instant, tout ça est un peu chaotique, effectivement. D'un côté, il y en a un qui dit je vais augmenter les droits de douane comme jamais, et de l'autre côté, l'autre dit si on les mettait à zéro. Mais il prêche pour sa chapelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas l'air très détendu, là, notre ami. Hein. Alors, c'est peut-être à cause de la mauvaise liaison. Il perd beaucoup d'argent. Mais voilà, puis c'est cher le haut débit, donc c'est peut-être pour ça. Mais c'est quand même absolument... aberrant. Enfin, le côté désordonné du Trumpisme, là, on en a une démonstration incroyable. Et moi, je ne connais pas suffisamment ces deux hommes pour savoir si ils se font ça de concert, c'est-à-dire s'il y en a un qui est sur l'application de son programme politique. Donc, et puis l'autre derrière qui dit au milieu d'affaires dont il est proche puisqu'il en est le plus éminent représentant, je vous rappelle que c'est l'homme le plus riche du monde, vous inquiétez pas, on va vers 0%. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire ça, mais tant pis, je sais pas. Mais il y a une rumeur qui court comme quoi le temps de Musk est en train de se finir là à la Maison Blanche, et à mon avis c'est une déclaration comme ça qui va précipiter son départ. Oui, et puis aussi, non, mais quand il voit les cours de Tesla en bourse et que la moitié les ventes de Tesla en Europe ont chuté de moitié, il semblerait que, en fait, il explique en disant ça, Elon Musk, que l'annonce des droits de douane, ça a véritablement eu un impact dévastateur sur l'ensemble des sociétés cotées aux États-Unis. Donc, lui, il dit non, mais alors moi, je suis pour le libre-échange en espérant que son cours de bourse remonte, en fait, en réalité. Mais pour lui, c'est encore pire parce que c'est les actions Tesla qui financent toutes ces autres entreprises. Donc si Tesla s'effondre, tout s'effondre. Mais il prêche de manière générale pour sa chapelle parce qu'en réalité, il n'a pas envie d'avoir des droits de douane en tant que rétorsion de l'Union européenne, puisqu'on menace effectivement d'agir sur le numérique. Donc c'est ça aussi qu'il défend. Il défend effectivement sa propre chapelle, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le droit à une visio pas très impressionnante de Donald Trump, de Elon Musk, la puce révélateur. La vérité, c'est que ceux qu'il fallait écouter aujourd'hui, ils étaient sur les télés hertziennes et on les voyait, on les entendait très clairement et pas en flou. C'était Lutnick, c'était Bessène, c'était Navarro, ils étaient sur ABC, NBC, CNN, etc., les uns derrière les autres, et il n'y en a pas un qui a fait une déclaration qui pourrait inverser la tendance baissière qui s'est illustrée sur le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq, etc. Demain, lundi, tout ça dans le rouge avec une flèche vers le bas. Vous n'en avez pas un aujourd'hui, sinon ça ferait les grands titres. Sinon, on serait en train de commenter Lutnick ou Bessène. Ah, regardez, il a dit que finalement, c'est juste pour négocier en position de force. C'est pas du tout ce qu'ils disent. D'une part, ils sont pas sûrs, parce que c'est Trump et c'est Trump tout seul qui décide. Et deuxièmement, c'est quoi la grande stratégie? C'est-à-dire que même eux qui sont à côté ou face à l'oracle, ils ont du mal à décrypter à ce stade. Michel Goya, est-ce que l'obsession européenne, occidentaliste, Musk a toujours dit c'est l'Empire romain, on est le nouvel Empire romain, les États-Unis sont le pilier du nouvel Empire romain, mais dans l'Empire, il y a l'Europe. Est-ce que ça peut, disons, rattraper un peu le sort de l'Europe dans sa viison? Disons que là, dans le discours de Musk, on se rappelle qu'effectivement, il y a un Occident qui existe, qu'il y a quand même quelque chose de commun. C'était plus le cas. Il faut toujours attendre dans le discours de Trump l'idée qu'il y a un monde commun, on est dans une communauté occidentale. Non, Trump est en train de casser le monde occidental en deux, très clairement. Mais Musk est, encore une fois, pas forcément dans cette vision des choses. Non, pour moi, c'est la mort du monde occidental, en réalité, ou sa division, en tout cas. C'est la division entre Rome et Athènes, quoi. L'extrême brutalité avec laquelle il traite tout le monde, quand on va entendre d'autres déclarations, notamment concernant Zelensky, mais tout le monde, il est en train de brutaliser le monde entier. Ce qui est une bonne chose, parce que ça veut dire que c'est en train de soigner tous ceux qui souffraient de Trumpisme ou de Trumpophilie aiguë. Je note que ceux qui vantaient son arrivée au pouvoir, notamment du côté européen, aujourd'hui sont très silencieux parce qu'ils se rendent compte que Trump n'a aucun allié, n'a aucun ami, et qu'il a déclaré la guerre économique au monde entier. Je l'ai dit, 185 pays qui sont visés par les tarifs douaniers, donc personne ne sera épargné. Et donc, à ce stade, il ne faut pas se tromper sur qui est son ami, qui est son allié. En tout
Trump, lui, le message qu'il envoie, il me paraît très très clair à ce stade. Est-ce qu'on arrive à un stade où, au sein même, disons, des républicains en particulier, ça va commencer à tanguer un peu? Écoutez, Ted Cruz, c'est une figure. Dites un mot de qui est Ted Cruz d'abord. C'est le seul. C'est très très intéressant parce que lui, il est vraiment 100% MAGA, alors par opportunisme, hein. Texan, sénateur, etc. Et là, c'est la première fois et ça fait couler beaucoup d'encre. Et c'est très remarqué aux États-Unis. On se dit, tiens, Ted Cruz qui critique Donald Trump, qui l'assume, il le fait publiquement et ça passe partout. Écoutez la séquence. Écoutez, je veux que cela réussisse. Je veux qu'il réussisse. Mais ma définition du succès est peut-être différente de celle de la Maison-Blanche. Ma définition de la réussite est d'abaisser considérablement les tarifs à l'étranger et d'entraîner une baisse spectaculaire des tarifs ici. Je crains qu'il n'y ait des voix au sein de l'administration qui veulent voir ces tarifs continuer pour toujours et à jamais, ils ne veulent pas les abaisser. Ils pensent qu'ils sont géniaux. Et ce qui me surprend particulièrement, je suis surpris par certains observateurs, ils ne s'en prennent pas seulement à la Chine, ils ne s'en prennent pas aux mauvais acteurs, ils s'en prennent à tout le monde. Voilà, là pour la première fois, il y a une claire division, Guillaume Roquette. Il y a visiblement deux camps qui sont en train de se former. Et il y a beaucoup de doutes, même dans l'équipe de Trump. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ces doutes ne surviennent pas quand Trump fait des déclarations incroyables sur le Groenland ou sur le Canada. Mais là, on est en train de toucher au Wall Street. On touche au Grisby. On touche au Grisby, et donc là, on arrête de rigoler. C'est pour ça que je ne suis pas certain, moi, que Trump puisse continuer longtemps sur cette ligne-là. Ce qui est vrai, c'est qu'il est allé incroyablement loin. Dans le dernier livre dont Isabelle Saporta parlait tout à l'heure, de Giuliano d'Ampoli, Le temps des prédateurs, il dit que l'un des moyens de reconnaître ces prédateurs, ceux qu'il appelle les nouveaux Borgia, c'est le caractère irrationnel de leurs décisions. Parce qu'il dit, ce qu'il faut, c'est surprendre. Ce qu'il faut, c'est montrer qu'on n'est pas comme les autres, qu'on est d'une espèce de race supérieure. Et là, Trump, il nous montre ça avec une force qui, je pense, déconcerte tous ses alliés qui sont en train de se dire, mais nous, on l'a suivi pour qu'il renverse la table, mais l'intérêt de renverser la table, c'est de reconstruire quelque chose derrière. Et là, on ne voit pas quel est le profit que, en tout cas, les républicains eux-mêmes voient mal le profit que peuvent tirer les États-Unis de telles décisions. Lisez le même Ted Cruz, parce qu'ils ont des élections de mi-terme, de mi-mandat. C'est bientôt. C'est ça le Grisby. Si les droits de douane et les mesures de rétorsion restent en place à long terme et entraînent les États-Unis dans une récession, en particulier une mauvaise récession, rarement de très bonne, 2026 serait, selon toute vraisemblance, un bain de sang sur le plan politique. Évidemment, c'est ça qu'ils ont en ligne de mire. Quand Herbert Hoover, le président, juste au moment de... avait augmenté les tarifs de douane au moment de la crise de 29, ça a été un désastre politique dans la foulée et les républicains ont perdu la Chambre pendant 50 ans. C'est ça qui est quand même fascinant parce que nous avons essayé ça en 1830. Ça a fini par une récession. Nous avons essayé ça en 1920. On a fini par la Grande Dépression. Et dans l'esprit de Trump, c'est la troisième fois, ça sera la bonne. Les deux autres fois, c'était autre chose. Même William McKinley, qui était le modèle, de Trump, qui est aussi un grand partisan des tarifs douaniers élevés, à la fin, qu'on reconnaissait que c'était une connerie. Mais il y a même Chuck Grassley, qui est le sénateur, c'est le doyen du Sénat, il a 96 ans, je pense, de l'Iowa, Grassley, qui vient de proposer une nouvelle loi pour dire que aucun président ne peut prononcer tout seul les droits de douane, il faut que ça passe par le Congrès. En fait, ce qui est très intéressant dans ce moment où il ne faut pas trop voir les choses en silo, c'est qu'il y a une épreuve évidemment économique et aussi une épreuve démocratique, notamment au niveau de la séparation des pouvoirs. Et vous avez deux grands acteurs émergents dont on parle déjà beaucoup. Powell, le patron de la Fed, c'est l'économie américaine et c'est un énorme Boeing avec des copilotes. Il y a un président et un patron de la Fed. Et normalement, le président n'est pas censé dire au patron de la Fed. Parce que là, Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que Powell baisse les taux d'intérêt. Et Powell a dit, non, moi, je ne vais pas ressauver l'économie américaine. J'essaie d'éviter l'inflation, d'éviter la récession. Ça fait quand même beaucoup, là, déjà. Première chose. Deuxième chose, c'est un congrès qui était complètement absent. Et là, démocrates et républicains, et ça c'est un des exploits de Donald Trump, a réussi à les mettre quasiment d'accord alors qu'ils ne sont d'accord sur rien, où ils sont en train de se dire il faudrait peut-être qu'on reprenne un peu le contrôle du Boeing, parce que le pilote manifestement a décidé de le cracher. Donc ils essayent de faire passer de la législation pour pouvoir contenir
si vous voulez, certains des élans présidentiels sur ces différents sujets, notamment le sujet économique. Comment, si on met bout à bout tout ce qu'on a vu, est-ce que Trump est un révolutionnaire? En réalité, est-ce qu'il veut renverser complètement la table? Quand on compare à la plupart des dirigeants qui suivent de très près les sondages, qui ont très très peur de sortir dès qu'ils voient qu'il y a un point de sondage de plus ou de moins, ils sont affolés. Là, on a l'impression que tout ça, il n'en a rien à fiche, que le monde entier, ou presque, lui dit « tu ne devrais pas faire ça », il le fait. Oui, Mao dirait que c'est la révolution permanente. Et effectivement, chaque jour, une nouvelle annonce, chaque jour, une nouvelle provocation. Et effectivement, il reste assez indifférent aux réactions extérieures. Pour aller où? Qu'est-ce qu'elle sent? Est-ce que, tout à l'heure, vous disiez, alors on est très loin de la sobriété, mais effectivement, il est en train de sortir d'un modèle, disons, en tout cas, pour l'instant... Qui régnait depuis l'après-guerre, c'est-à-dire le modèle où il faut aller vers toujours plus d'échanges avec le moins possible de contrôle et de barrières. Oui, et j'ai l'impression qu'il veut appliquer à l'économie ce qu'il applique aux autres domaines de la vie publique, c'est-à-dire l'immigration. On arrête l'immigration, c'est-à-dire la défense. On défend les États-Unis, on arrête de défendre l'Europe. Et le problème, c'est que autant on peut concevoir que d'un point de vue des Américains, il est intéressant, où il est bénéfique de limiter l'immigration, d'arrêter de financer la défense européenne, ou de récupérer le Groenland parce que c'est un endroit stratégique. Mais là, foutre par terre l'économie américaine, on ne comprend pas. C'est pour ça que, ou bien il est pris d'une espèce de toute puissance, l'hubris dont parlent les Grecs, et il a arrêté d'être un être rationnel, ou bien il est allé très fort parce qu'il veut lancer la négo. Il y a un effet de sidération de ce côté-là. Je crois que c'est une réussite complète. Et il est en train de tétaniser la planète entière. Et en même temps, il rigole en disant, vous allez voir, dans 2 jours, je vais annoncer que finalement, il y a sûrement un moyen de s'en sortir. Ce soir, c'est difficile de savoir dans quel scénario on est. Le changement de modèle, on l'a vu avec le Groenland, on l'a vu avec le Canada. Il n'est pas impossible qu'il ait en vue une sorte de redessiner le monde, de redessiner l'économie au-delà de tout ce qu'on imaginait. Ah non, complètement. C'est un grand déconstructionniste, en fait. Après, c'est vrai que la méthode, elle est ultra violente. Moi, ce qui me fascine, si vous voulez, c'est que Donald Trump, en fait, peint une espèce de vision dystopique. C'était le discours de la roseraie, le fameux discours de la libération de l'indépendance économique, où il dit le monde entier a martyrisé, a arnaqué les États-Unis, et donc je vais faire ça. Mais s'il peut faire ça, c'est précisément parce que les États-Unis est le pays le plus fort économiquement au monde. Oui. Donc c'est le plus fort au monde qui se fait passer pour la victime ultime. Il y a cette espèce d'inversion qui fait partie du mensonge qu'il entretient sur le fait que les États-Unis se fassent entuber. C'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il y a effectivement une dimension aussi psychologique. Tout à l'heure, Amy disait pathologique. Donald Trump, dans son 2e mandat, on sent quelqu'un qui est complètement désinhibé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les Rex Tillerson, les McMaster, des gens qui pouvaient être structurés, qui pouvaient être embarqués un petit peu dans certaines aventures. Il est même physiquement à l'aise. Moi, ça me frappe beaucoup. On l'a vu son intervention le 2 avril. Il est désinhibé. À l'aise. Oui. À l'aise, on a l'impression... Oui, ce que je dis, non? On est en train de parler de la réaction politique. Est-ce que vous avez parlé de la réaction du peuple d'hier? Il y a eu 3,5 millions d'Américains dans la rue hier, dans les 50 États et partout dans le monde d'ailleurs. J'étais à Paris, il y avait des manifs à Toulouse, à Lyon et à Nice. Et partout, vraiment partout dans le monde. C'était votre première manifestation? Ah, pas du tout. Ah, non, mais activiste. J'ai trop parlé. Mais... maintenant, c'est les citoyens, ils se disent, mais le Congrès ne fait rien. Tout le monde est immobile. Est-ce que c'est les démocrates ou les citoyens? Il n'y a pas que des démocrates dans les manifs. Je vous assure qu'il y a beaucoup de républicains qui ont voté pour. Regardez ce même... Mais... il souffre de ces décisions. Regardez ce même qui est assez extraordinaire. Il est fait sur la base de quand il y avait l'investiture, Musk qui est tout excité et Baron Trump qui est plus réservé, disons, avec le commentaire, les MAGA, donc qui sont sans, il y en a beaucoup des actions, mais enfin, le MAGA avec ou sans portefeuille d'actions, évidemment, c'est très différent. Il y a une division et les Américains eux-mêmes sont désorientés. Ils doivent se dire où est-ce que nous allons. Hein. Mais non, mais il est fort même parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire il s'attaque à Wall Street pour Main Street. Donc c'est cette idée de, vous savez quoi, tout à l'heure vous avez posé la question, Amy vous a dit 100%.
En réalité, les gens au nom desquels Donald Trump fait ça, ils n'ont pas de 401k, ils n'ont pas de retraite dont une grande part est indexée ou investie dans la bourse. Ils n'ont rien. Et donc eux, quand ils voient les milliards de Bezos, Musk, Amazon, Alphabet, etc. partir en fumée, ils sont effectivement hilaires. C'est sa manière d'être un homme de gauche. Il y a un côté homme de gauche chez Donald Trump. Regardez Guillaume Roquette qui a... est-ce qu'il y a un côté... C'est vrai que c'est une des hypothèses, c'est que Trump est un vrai populiste et que donc finalement, il se fiche éperdument du monde de l'argent. Mais rien qu'en disant cette phrase, je me dis qu'il y a un truc qui colle pas. C'est pour ça que peut-être qu'effectivement, Trump est une sorte d'incarnation américaine de Jean-Luc Mélenchon qui veut faire rendre gorge aux milliardaires, mais je n'arrive pas à y croire. Mais si... Peut-être, vous avez raison, mais je dis ça sans ironie. Non, mais en fait, si vous voulez, Guillaume, il y a différents courants qui s'affrontent autour de Donald Trump. Et vous avez notamment les nationaux populistes qui, encore une fois, sont d'extrême droite sur les questions migratoires et identitaires, mais extrême gauche sur les questions économiques. Et vous avez des Réganiens, conservateurs fiscaux, qui sont les hommes dits de la restreinte, et les nationaux populistes, et ils le décrivent à longueur de podcasts et d'interviews, disent on va former un cordon sanitaire avec nos corps autour de Donald Trump, afin que ces, je ne dirais pas le mot, de la finance, n'atteignent pas l'oreille du président pour qu'il persiste et signe sur cette dynamique. C'est un peu ça. Il y avait quand même tous les GAFAM autour de lui au moment de son investiture. Ceux-là, ils s'intéressent véritablement à la bourse. Et ça n'aura pas servi à grand chose. Oui, je pense qu'ils ont quand même pas mal financé, je crois, le programme de campagne de Donald Trump. Donc, il joue sur plusieurs tableaux. Oui, et il y a quand même ce tableau-là qui risque d'être de tanguer. La grande question, c'est quel tableau l'emportera. Un homme clé dans tout ce dispositif, c'est évidemment Elon Musk. On en a parlé. Voici ce documentaire tout à fait exceptionnel. Musk, qui est-il ? Il est l'homme évidemment qui murmure à l'oreille de Donald Trump, sous réserve de ce que vous disiez tout à l'heure. Document exceptionnel sur Elon Musk, mauvais ou bon génie, grand format, signé Nancy Ress et Thomas Leroy. Regardez. Ce sont des images qui vont rentrer dans l'histoire. Washington, conférence de presse dans le bureau ovale. Le président des États-Unis, assis à son bureau. Son conseiller, debout, répondant aux questions des journalistes, en présence de son fils, qui, du haut de ses 4 ans, demande de faire moins de bruit, singe son père et perturbe l'entretien. Une scène stupéfiante qui interroge, comme celle où ce même conseiller est ovationné par les sénateurs républicains au Congrès. Elon Musk, qui est à la tribune ce soir. Ou celle-là, quand il prend la parole lors du tout premier Conseil des ministres. Je me considère comme un simple support technique. Qui est le chef ? Qui est aux commandes ? Elon Musk ? Donald Trump ? Donald Trump, il a le pouvoir. Elon Musk, il a la puissance. La question est de savoir jusqu'à quel point l'un va se servir de l'autre et inversement. Depuis la victoire, l'homme le plus riche du monde, à qui le nouveau président a confié le département de l'efficacité gouvernementale pour réduire drastiquement le budget de l'État, pousse avec fracas ses pions. Il s'encombre jamais de l'humain, il est très directif. Des premiers pas en politique. Elon Musk doit s'en aller. Des méthodes radicales, brutales. L'homme en noir casse les codes, défie les puissants et divise l'opinion. Personne n'a voté pour eux, ils subvertissent notre démocratie. Et déjà, son entreprise phare Tesla est impactée partout dans le monde. Des fissures apparaissent dans la relation de son propriétaire avec Donald Trump. On sent que ça tire à rien peu. Même s'ils s'en défendent. Elon m'a appelé, il m'a dit ils essaient de nous séparer. J'ai répondu absolument. Quelle est l'influence du multimilliardaire ? Quelles sont ses intentions ? Le duo peut-il tenir ? Elon Musk, le tout-puissant, risque-t-il gros ? À quoi songe cet homme, perdu dans ses pensées, les yeux ailleurs, parcourant le plafond de la rotonde du Capitole ? Moment
capitale ce 20 janvier. Elon Musk s'imaginait-il un jour aux premières loges pour l'investiture d'un président des États-Unis? À côté de lui, les géants de la tech. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, à gauche. Jeff Bezos, son rival, patron d'Amazon. Sundar Pichai, celui de Google. Des hommes qui pèsent des centaines de milliards de dollars. Des témoins que Donald Trump a rassemblés ici pour sa deuxième prestation de serment. L'âge d'or de l'Amérique, version Trump. Et nous poursuivrons notre destin dans l'espace et nous enverrons des astronautes planter le drapeau américain sur la planète Mars. La magie des mots. À la droite de Barron, le dernier fils de Donald Trump, Elon Musk rayonne. L'effet Mars est saisissant, les applaudissements comme des louanges. Une journée exceptionnellement froide à Washington en raison d'un vortex polaire. Plus de 30 millions d'Américains vont la suivre et beaucoup vont être choqués. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Elon Musk. Nous sommes à la Capital One Arena. Elon Musk arrive sur scène comme un winner. C'est comme ça que doit être une victoire. Merci. Et je veux vous remercier pour tout ce qui est en train d'arriver. Merci. Mon cœur est pour vous. Un geste qui va sidérer. Certains vont le comparer à un salut nazi. Je ne crois pas au salut nazi. Enfin, ok, il est borderline, il est capable d'à peu près tout, mais il n'est pas complètement stupide. Et je ne pense pas qu'il soit nazi. Je pense que il faut se rappeler que quand même, il est autiste, Asperger, et donc il a un rapport au corps et un rapport aux autres qui est extrêmement compliqué. Et quand il veut mimer la joie, tout est surjoué, et donc ça donne, d'ailleurs, quand on regarde, ce geste est bizarre. Enfin, le corps, il part pas bien, il fait un sourire étrange. Donc je sais pas, je pense qu'il veut faire une sorte de geste pour dire je suis avec vous, je suis content, on va y aller, on va y arriver. Je vais vous dire, dans la salle, à ce moment-là, c'est pas l'impression forcément qu'on en a, parce qu'on est dans une ambiance qui est surchauffée, qui est électrique. Lui, encore une fois, est vraiment... vous savez, il est émotionnellement assez instable. Ça donne cette impression-là quand on voit Elon Musk en vrai. Et c'est vrai que ça part dans tous les sens. Et donc, ce geste-là, au milieu de beaucoup d'autres, passe un peu inaperçu, j'ai envie de dire. Et puis, dans les minutes qui suivent, en revanche, les réseaux sociaux s'emballent, font des captures d'écran, et certains y voient clairement un salut nazi. Dans la salle, à ce moment-là, il n'y a aucune polémique. Mais elle va enfler surtout en Europe. Des sculptures comme celle-ci dans les stations-service. Des projections à El Tesla sur les Gigafactories à Berlin. Des voitures brûlées chez des concessionnaires en France. Des publicités détournées dans les abribus à Londres. Des activistes dans les métros. Elon Musk nie toute intention fasciste. L'attaque du type « Tout le monde est Hitler » est usante, écrit-il. Rien n'y fait. Il est catalogué extrême droite. La preuve, selon ses détracteurs, l'homme en noir a soutenu l'AfD, l'extrême droite allemande, lors des élections législatives. Battez-vous pour un avenir radieux en Allemagne.
Allez! Une ingérence qui dérange. Olaf Scholz, l'ancien chancelier allemand, un fou, un imbécile incompétent, selon le milliardaire. Autre cible, la Grande-Bretagne de Keir Starmer, insultes, fausses informations sur X. Ce que je ne tolérerai pas, c'est que cette discussion et ce débat soient basés sur des mensonges, sans les dénoncer. Ce que je ne tolère pas, c'est que les politiciens prennent le train en marche simplement pour attirer l'attention. Je pense qu'il veut vraiment essayer de disloquer l'Europe, de pousser les partis politiques qui l'arrangent, qui seront contre une régulation, qui sont eux-mêmes des partis anti-européens, hein, je pense à l'AfD allemande, parce que finalement il a le modèle de l'Union européenne en horreur. Mais le coup de poignard le plus violent s'est porté sur Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Elon Musk décide de prendre sa part en fournissant des dizaines de milliers de terminaux Starlink qui vont permettre aux militaires ukrainiens sur le terrain de communiquer entre eux. On peut imaginer les effets que ça fait sur des populations qui sont enclavées parce qu'il n'y a plus de connexions, qui ont été détruites par la guerre, etc. Donc ça redonne du moral à l'Ukraine. Mais donc c'est le moment où on voit vraiment que sa technologie, elle peut changer la physionomie d'un conflit mondial. Elon Musk se donne une carrure de chef d'État avant de prendre peur. Mais qu'est-ce que je fous dans cette guerre ? Confiera-t-il à l'un de ses biographes. Avec le temps, il devient plutôt sensible aux arguments du Kremlin. Il a beaucoup de contacts avec la Russie, notamment avec Vladimir Poutine, mais pas que. Et il commence à se dire, oh là là, je me suis un peu emballé dans quelque chose qui me dépasse, il prend peur. Il s'est mis sur son 31 aujourd'hui. Le point de non-retour date du 28 février. Donald Trump et son vice-président J.D. Vance sont aux commandes des États-Unis depuis 5 semaines. L'entretien avec Volodymyr Zelensky vire au fiasco, disgrâce, devant les caméras, en direct. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. S'ensuivent des tweets acerbes où Elon Musk met en doute la probité du président ukrainien, dénonce une attitude cruelle et inhumaine et accuse l'Ukraine d'une cyberattaque sur X. Trahison. On est loin de cette scène où les deux hommes semblaient s'apprécier. Si vous avez du temps, après la guerre, vous serez vraiment le bienvenu. Ok, j'ai hâte de vous rendre visite. Peut-être que aussi Elon Musk demain a des velléités de faire du business aussi avec la Russie, que tout ça, ça compte, que Starlink, mettre ses satellites Starlink en Ukraine, ça l'a clairement aidé, ça lui a donné une publicité mondiale, planétaire, et que aujourd'hui, peut-être que là, ça lui sert beaucoup moins, et que surtout, il ne veut pas être accusé dans cette administration Trump où il ne fait pas bon être pro-ukrainien, de l'être trop et d'avoir trop soutenu l'Ukraine. C'est peut-être aussi ce qui explique ces changements de pied. Vladimir Poutine se frotte les mains. Il a toujours montré du respect aux milliardaires. Oh, je pense que rien ne peut arrêter Elon Musk. Il fera ce qu'il dit. Dans la cour des grands, en Chine à Shanghai, où Tesla a implanté une gigafactory, on l'appelle Camarade Elon. Depuis 3-4 ans, Elon Musk collectionne les rendez-vous avec les autocrates du monde entier. La liste est assez longue, il les collectionne un peu comme des images Panini. Je pense qu'il a une fascination pour les hommes puissants, parce qu'il se pense lui-même être un homme extrêmement puissant. Avec le président turc Recep Erdogan, avec le Brésilien Jair Bolsonaro, à plusieurs reprises avec l'Argentin Javier Milei, qu'il invitait à Austin, au Texas, dans une de ses usines Tesla, et qu'il retrouve au gala de la victoire de Donald Trump.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux hommes ont le même humour. C'est la tronçonneuse de la bureaucratie. Mise en scène symbolique ou devant un parterre de conservateurs, Elon Musk brandit une tronçonneuse offerte par le président argentin, symbole des coupes budgétaires. Nous essayons de faire de bonnes choses, mais aussi de nous amuser et d'avoir le sens de l'humour. Dans les démocraties, il a des alliés. Le Hongrois, Viktor Orban. Giorgia Meloni, l'Italienne ultra-conservatrice, devenue son amie. Je peux vous dire que je considère, comme vous le savez, Elon Musk comme un atout dans cette époque. Une personne qui a fait des choses extraordinaires, des choses importantes, et je pense qu'il est peut-être un interlocuteur, une personne avec qui il est possible d'engager un dialogue. C'est quelqu'un d'authentique, d'honnête, de vrai, et je ne peux pas le dire de tous les politiques. Emmanuel Macron est pour leur épargner, bien que le président français, sans le nommer, s'inquiète de son influence croissante. Si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? L'Élysée, Versailles en 2023, c'était pour du business. Et puis, récemment, Notre-Dame de Paris, ça, c'est pour l'image. Elon Musk arrive sur le parvis avant d'entrer dans la cathédrale restaurée. Photo stupéfiante du milliardaire, le pas assuré, et un Donald Trump qui n'est jamais loin. On a vu cette photo assez incroyable de l'AFP où Elon Musk passe dans Notre-Dame réhabilité devant les anciens présidents français et Michel Barnier, son épouse, et tout le monde le regarde un peu l'air éberlué, parce qu'en fait, on se demande tous qu'est-ce qu'il fait là. Pourquoi est-ce que Elon Musk est présent? C'est pas un dignitaire étranger comme plusieurs ont pu être invités à cette inauguration, et ça a été un peu la surprise du chef Donald Trump d'arriver avec Elon Musk, ce qui est devenu un peu son fidèle bras droit. Ça annonce un petit peu la couleur de la suite, effectivement.